Salam à tous, on se voit aujourd'hui pour parler de l'insuffisance rénale chronique et de la maladie rénale chronique. C'est un cours qui est destiné non seulement pour les externes 5e année qui préparent leur module de néphrologie, mais aussi pour des médecins généralistes, les internes et les autres spécialités, c'est-à-dire médecine interne, toutes les autres spécialités qui gèrent des malades ayant une maladie rénale chronique. Alors, le plan de ma question, donc on va parler définition, on va définir ce que c'est, comment faire le diagnostic, quels sont les risques de la maladie rénale chronique et quelles sont les différentes étiologies de cette maladie rénale chronique. Alors, l'insuffisance rénale chronique, comment on va la définir? C'est une diminution progressive et irréversible du DFG, qui résulte de quoi? De la maladie rénale chronique. Alors, c'est quoi la définition de la maladie rénale chronique? La maladie rénale chronique se définit comme la présence d'une atteinte rénale. Soit c'est de l'albuminurie, soit c'est une hématurie, une leucocyturie, ou bien des anomalies morphologiques du parenchyme rénal. Une atteinte, c'est-à-dire sur le plan échographique, un petit rein, un rein qui est déformé, encoché, etc. Et cela est ou associé à une diminution du débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 millilitres minute par 1,73 m², durant plus de 3 mois. Donc, je me fais expliquer. Je m'explique, je veux dire. Si on a peut-être tous fait une petite demandé, enfin on a fait un bilan biologique pour en retrouver une créatinémie à, disons, à 11 ou à 12, donc dans la norme, et on a calculé le DFG et on l'a trouvé à 90 millilitres minute, ou 120 millilitres minute dans les normes. Donc on est au stade 1, non on est rien, on est dans une bonne fonction rénale. Mais si ce DFG de 120 millilitres minute est associé pendant plus de 3 mois à une albuminurie, une hématurie, une leucocyturie ou des anomalies morphologiques de nos deux reins, on est atteint de maladie rénale chronique. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc nous tous, on ne sait pas si on a une maladie rénale chronique sans aller la chercher. Si on n'a pas fait une écho, si on n'a pas demandé un albustic, si on n'a pas dosé une protéinurie, si on n'a pas pris la tension artérielle, si on n'a pas vu qu'il y a des anomalies, on ne sait pas si on a une maladie rénale chronique ou pas. Alors, avant le stade de la dialyse, peu de données épidémiologiques, on ne sait pas. On ne sait pas si on a une maladie rénale chronique ou pas dans la population générale. On ne sait pas. La maladie rénale chronique, il faut savoir qu'elle est silencieuse. Donc il faut aller la chercher. Au stade d'épuration extra-rénale, dans l'IRC terminal, donc dans les centres de dialyse, donc on a pu faire un peu d'épidémio pour dire que la moyenne d'âge est à 71 ans, ça c'est dans les pays européens, il y a plus d'hommes que de femmes. La néphropathie la plus fréquente étant la néphropathie diabétique et viennent après juste la néphropathie vasculaire, donc 10% de néphropathie glomérulaire et 8% de néphropathie héréditaire. Quelles sont les populations à risque où c'est facile d'aller retrouver ces gens-là? Donc, c'est surtout, dans 90% des cas, c'est des diabétiques, des hypertendus, donc traités ou non, la présence d'une maladie cardiovasculaire athéromateuse, donc hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, on a retrouvé donc au Doppler des athéromes, une insuffisance cardiaque en cardiologie, donc en médecine interne, des patients qui se font suivre pour une insuffisance cardiaque, ou bien une obésité, un IMC supérieur à 30 kg mètre carré. Donc ce sont des patients qu'il faut aller donc dépister. Donc c'est des groupes à risque où il faut justifier annuellement donc cette maladie, rechercher cette maladie rénale chronique, et ça a été publié récemment dans l'HAS 2023. Dans ces groupes à risque, donc qu'est-ce qu'il faut aller rechercher? Il faut aller doser la créatinémie et estimer le DFG, mais aussi doser l'albuminurie sur la créatinurie. C'est difficile de doser, de faire une collecte d'urine de 24 heures et d'aller doser la protéinurie de 24 heures. Vaut mieux faire un spot
donc, ou un RAC. Doser l'albuminurie sur un petit tube d'urine, on peut doser l'albuminurie et en même temps la créatinurie. Donc, si vous dites que j'ai demandé la créatine, elle est normale, donc le patient a une maladie rénale chronique, faux. Faux. Il faut doser l'albuminurie sur la créatinurie. D'accord? Il faudra avoir une réponse stricte. On recherche une maladie rénale chronique, c'est en dosant la créatinémie, mais en recherchant le RAC. D'accord? Comment on prend en charge la maladie rénale chronique? Donc, pour les populations à risque, on les a dépistées, mais pour les autres, c'est une découverte fortuite. Donc, il faut aller la rechercher. D'accord? Car c'est une maladie silencieuse et 30%, jusqu'au jour d'aujourd'hui, 30% des patients débutent la dialyse en urgence. C'est-à-dire que c'est des personnes qu'on voit pour la première fois et on les voit pour l'épuration extra-rénale. Donc, pour ces deux populations, donc, il faut affirmer la maladie rénale chronique, évaluer son stade, après faire un bilan étiologique pour rechercher la cause de cette néphropathie, rechercher les facteurs donc, qui vont aggraver la perte de la fonction rénale afin de limiter ou de les traiter, et rechercher après faire un bilan de retentissement de cette maladie rénale chronique sur le plan métabolique et sur le plan risque cardiovasculaire, et à la fin, quand on arrive à des stades tardifs, informer sur l'épuration extra-rénale ou bien la greffe rénale pour préparer ces patients dans le cas échéant de l'insuffisance rénale chronique terminale. Donc tout le boulot, non plutôt ça, tout le boulot se fait là. Là, c'est plutôt facile, et il faut juste aller, c'est des patients qui suivent en consultation, etc. Mais là, tout le travail doit être là. Vous devriez être capable de rechercher cette maladie rénale chronique, au risque d'aboutir à l'épuration extra-rénale qui est vraiment un fléau social et économique. Alors, comment on va affirmer l'existence d'une maladie rénale chronique? Donc, il faut estimer le DFG. Donc, je vous ai dit, il faut estimer le DFG et il faut avoir un spot pour affirmer l'existence d'une maladie rénale chronique. Donc, comment on va estimer ce DFG? On va estimer ce DFG en calculant, en dosant, la créatinine. Pourquoi on ne va pas doser l'urée? Donc, on ne dosera pas l'urée. Pourquoi? Parce que c'est un produit du catabolisme protidique de faible poids moléculaire, mais son excrétion urinaire n'est pas régulée, contrairement au sodium et au potassium. Mais la substance, elle va subir une réabsorption tubulaire. D'accord? C'est donc une molécule endogène qui reflète la fonction rénale, c'est vrai, mais c'est un mauvais outil pour mesurer le débit de filtration glomérulaire car la clairance de l'urée est supérieure à celle du DFG. Mais son taux d'excrétion augmente avec la sévérité d'une insuffisance rénale. Par contre, la créatinine, c'est un produit du catabolisme musculaire de faible poids moléculaire et son excrétion urinaire n'est pas régulée. Donc, il n'y a pas de régulation. Il n'y a pas de régulation tubulaire, il n'y a pas de réabsorption. Elle est non réabsorbée, mais faiblement sécrétée par le tubule proximal. Donc, la créatinine plasmatique est inversement liée au DFG. C'est donc également une molécule endogène qui reflète très bien la fonction rénale. Mais vous allez me poser la question, comment on va la doser? Comment maintenant, à partir des dernières années, comment on va doser la créatinémie? Il existe deux méthodes de dosage de la créatinémie. La méthode colorimétrique dite de Jaffe, pour laquelle de nombreuses interférences ont été décrites, mais il y a une méthode enzymatique qui montre de meilleures performances analytiques, donc une meilleure spécificité liée à moins d'interférences de substances pseudochromogènes et une meilleure reproductibilité et justesse car cette méthode est traçable et standardisée vis-à-vis de la méthode de référence, spectrométrie de masse avec dilution isotopique. Donc, mais maintenant, quand on a eu une créatinémie, donc dosée par méthode enzymatique, maintenant, quelle méthode de calcul doit-on utiliser?
Alors, soit c'est le MDRD, c'est Modification of Diet in Renal Disease, qui est acceptable vrai pour un DFG moins de 60 ml, mais sous-estime les DFG supérieurs à 60. Donc, on a créé une deuxième formule qu'on appelle CKD-EPI ou bien Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, qui a pris le relais pour ces DFG supérieurs à 60 ml minute et la formule de Cockcroft a été abandonnée donc pour que le CKD-EPI, donc généralement nous au service on utilise plutôt la CKD-EPI quand on a une créatinine donc dosée pas par la méthode de Jaffe mais enzymatique. D'accord? Donc, à vos smartphones, il y a plusieurs donc, c'est-à-dire applications pour calculer le DFG avec, en faisant entrer l'âge, le sexe et le taux de créatinine, ainsi que patient de peau de couleur noire ou blanche, ou bien africain et non africain. Donc, affirmer l'existence d'une maladie rénale chronique. Deuxièmement, il faut rechercher une protéinurie. Donc, l'albuminurie est un reflet d'une lésion de la barrière glomérulaire. Elle peut précéder la survenue d'une baisse du DFG estimée. Et l'albuminurie n'est pas spécifique d'une maladie, mais elle est spécifique du compartiment atteint. Quand la protéinurie, donc lorsqu'elle est composée de 60% d'albuminurie, elle est considérée comme une protéinurie d'origine glomérulaire, alors qu'une protéinurie composée à moins de 50% d'albumine est considérée comme d'origine tubulaire ou de surcharge, donc nécessité alors de rechercher la présence de chaînes légères en cas de protéinurie avec albuminurie minoritaire. Donc, une albuminurie normale veut dire une quantitativement, après dosage quantitatif de la protéinurie des 24 heures inférieure à 30 mg par 24 heures, mais sur le spot inférieur à 30 mg par gramme de créatinurie. D'accord? La microalbe, c'est entre 30 et 300, et la macroalbuminurie, c'est supérieur à 300 mg par 24 heures, ou bien sur le spot, mg par gramme de créatinurie. Le spot est très simple, parce que c'est sur un tube, alors que pour la protéinurie des 24 heures, il faut collecter, on peut faire des erreurs, on peut faire une mauvaise collecte, etc. Donc le spot est très intéressant. C'est un échantillon d'urine, donc il va éviter la contrainte du recueil et il est fiable et validé. Affirmer donc l'existence d'une maladie rénale chronique, donc après avoir estimé le DFG, rechercher une protéinurie, il faut rechercher une hématurie et une leucocyturie par l'albustix et faire une échographie abdominale ou rénale pour rechercher déjà la situation des reins, s'ils sont ptosés, mal situés, s'il existe déjà deux reins déjà, et s'ils sont donc inexistants, atrophiques, etc. Quatrièmement, il faut avoir la taille des reins, c'est très très important. Il faut avoir la différenciation et l'écogénéité et terminer le travail en recherchant des anomalies au niveau des voies urinaires, donc pour rechercher tout ce qui est obstruction, etc. D'accord? Normalement, la taille des reins elle est égale à 12 cm, exception donc en cas de maladie rénale chronique, même à des stades de DFG très bas, l'amylose, la polykystose, le diabète et l'hydronéphrose d'origine, donc la tête d'origine urologique, on retrouvera des reins de taille normale. D'accord? Donc, affirmer encore l'existence d'une maladie rénale, donc en recherchant les anomalies donc, morphologiques, c'est-à-dire le caractère chronique. D'accord? Donc, l'anamnèse va nous dire est-ce que le patient a fait, il a des antécédents de maladie rénale? Est-ce qu'il a fait déjà une créatinémie et un spot d'il y a 3 mois, avant 3 mois? Est-ce qu'on a des reins de taille normale? D'accord? Sauf l'exception, bien sûr, qu'on a vu tout à l'heure. Et rechercher aussi les anomalies métaboliques secondaires à l'IRC. Pendant l'IRA, on n'a pas d'anomalie endocrinienne. Hein. Il n'y a pas d'anémie, il n'y a pas d'hypocalcémie, etc. On les retrouvera au stade tardif. Donc au stade 3A, etc. On va voir
On va voir, on est dans la phase de rechercher l'existence ou pas. Donc la stadification viendra après. Donc l'étape du diagnostic du caractère chronique est indispensable pour différencier de l'IRA. Donc, si un patient a déjà une maladie rénale chronique, on l'a stadée, hein, elle est là à stade 2, et si le patient il fait une insuffisance rénale rapidement progressive, on va parler d'IRA sur un fond chronique. C'est différent. Hein. Donc, il faudrait qu'on ait, on est à 45 mg, par exemple, de créatinémie avec protéinurie et hématurie, à un chiffre depuis 3 mois. Maintenant, si on dégrade de 45 mg de créatinémie à 70 en 2-3 jours, il faut chercher une histoire aiguë sur un fond chronique. Donc, là, un groupe d'experts édite régulièrement des recommandations de prise en charge, prenant en compte les évidences les plus récentes à ce sujet, c'est le CADIGO. Donc, le CADIGO nous a donné un tableau pour rechercher le pronostic de progression de la maladie rénale chronique en fonction du stade. Donc, la dernière mise à jour recommande de classer les patients en fonction de leur DFG ainsi que le degré d'albuminurie. Cette classification, elle permet de mieux identifier le pronostic des patients à moyen terme, mais comme toutes les classifications, expose le patient à un risque de surdiagnostic. D'accord ? La classification de la maladie rénale chronique est l'estimation du risque relatif de progression vers une insuffisance rénale terminale en fonction du DFG, estimé en millilitres minutes par 1,73 m² et de l'albuminurie en milligrammes grammes de créatinurie. D'accord ? Les recommandations de suivi clinique et biologique de la progression, ils sont en vert, donc c'est une consultation 1 fois par an, en jaune 2 fois par an, en orange 3 fois par an, rouge minimum 4 fois par an, voire 1 fois par mois quand le patient est arrivé au stade d'insuffisance rénale chronique terminale. Donc, généralement, nous, qu'est-ce qu'on fait en consultation? C'est, par exemple, quand le patient il est à 70 millilitres minute, on fait une fois à 60 millilitres minute, on fait une fois chaque 6 mois. À 70 millilitres minute, une fois chaque 7 mois. À 45 millilitres minute, une fois chaque 4 mois. Et comme ça. Donc, selon le DFG, c'est une décade, ça veut dire un mois. Et si le patient est arrivé à 10 millilitres minute, c'est une fois chaque mois. Et il le préparait déjà, hein, une fois chaque mois, c'est un peu trop long. Déterminer le risque de la maladie rénale chronique. Donc, le risque relatif ajusté d'insuffisance rénale terminale selon le DFG, estimé, et l'albuminurie. Donc, en bleu, l'albuminurie est inférieure à 30 mg par gramme. En vert, entre 30 et 299 mg par gramme de créatinurie. Et en rose, comme vous le voyez très bien ici, et en rose, donc supérieur à 30 mg par gramme. Notez l'échelle de risque exponentielle. Le risque augmente significativement. D'accord? Le risque augmente donc significativement quand le DFG est à 60 ml minute. Et en deçà, pour chaque valeur de DFG, une albuminurie croissante confère un risque supplémentaire, donc indépendant et additif, mais pas synergique. Donc, après avoir vu affirmer la maladie rénale chronique, là, on va chercher les différentes étiologies les plus fréquentes de cette maladie rénale chronique. Donc, en fonction du stade de la maladie rénale chronique, donc au stade 1 et 2, on doit faire le diagnostic, rechercher le diagnostic étiologique et le traitement de cette maladie. La néphroprotection, donc ralentir la progression de la maladie rénale chronique, et prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire. Au stade 3A, donc pour le 1 et 2, donc c'est la première case. Pour le 3A, idem, mais il faudra rechercher les complications. Donc on va commencer à voir les complications donc, endocriniennes de la maladie rénale chronique où il faut traiter. Le 3B, donc là, il faut commencer à vacciner le patient et à préserver le capital veineux, ne pas toucher, ne pas transfuser, ne pas mettre déjà une intranule au niveau
du bras contralatéral au dominant. Si on est droitier, c'est la gauche. Si on est gaucher, il faut préserver la droite parce qu'il faut mettre un abord vasculaire permanent. Pour le 4, il faut préparer la suppléance rénale, quel type, etc., discuter avec la famille. Et 5, donc le stade tardif, c'est commencer une épuration extra-rénale après avoir discuté avec les parents sur la méthode. Donc, c'est soit la DP, l'hémodialyse, ou bien la greffe préemptive, ou bien commencer l'un des deux et mettre le patient sur liste d'attente. Donc, en recherchant donc, la néphropathie responsable, donc sur le plan thérapeutique spécifique pour certaines néphropathies, donc le diagnostic étiologique est plus facile au stade plus précoce. D'accord. Donc, le rein affirme plus par sa protéinurie, par son albuminurie, avant d'arriver au stade, et on pourra faire une ponction biopsie rénale parce que c'est des reins de bonne taille, mais sinon au stade terminal, il n'y a rien, hein, il y a juste une petite protéinurie, une petite hématurie, il n'y a rien, et on trouve un sédiment urinaire qui est inactif. La PBR est contre-indiquée, c'est des petits reins, mais même si on l'a fait, si c'est des reins entre 9 pour un néphrologue qui est compétent, qui a l'habitude, qui a la main pour faire les biopsies rénales, on pourra rien retrouver. On retrouvera donc des pains à cacher, ça veut dire des glomérules fibrosés avec une fibrose interstitielle. À l'immunofluorescence, il n'y a rien. De toute façon, c'est du sable, il n'y a rien à faire. On ne peut pas faire le diagnostic, etc. Donc, vaut mieux être vigilant pour faire des diagnostics étiologiques au stade de début de la maladie. Les éléments nécessaires au diagnostic, c'est surtout l'anamnèse, les antécédents familiaux, les antécédents vasculaires, présence d'une protéinurie, d'une hématurie, d'une leucocyturie avec une écho rénale qui permet de faire le diagnostic de le stade de la maladie rénale chronique. Au stade de début, c'est des reins de taille normale, et puis vers la fin, c'est des reins de petite taille, sclérosés par de la fibrose. Donc, il faut rechercher des arguments pour chaque type de néphropathie. Donc, on va voir quelques-unes. Donc la maladie rénale d'origine glomérulaire, donc l'anamnèse, donc il faut rechercher le diabète, les maladies disséminitaires, donc lupus, donc amylose, cryoglobulinémie, Sjögren, d'accord. Les antécédents de protéinurie, d'hématurie, donc en médecine du travail ou bien recrutement service militaire pour nos jeunes. Donc protéinurie d'origine glomérulaire, donc c'est une protéinurie abondante, plus d'1 gramme par 24 heures, il faut biopsier. Présence d'une hématurie microscopique, donc l'indication de la PBR est à discuter. D'accord. Si les reins sont de taille normale, il faut y aller. Hein. Donc il faut y aller pour avoir un diagnostic étiologique. Même si on ne peut pas traiter la maladie, on aura un diagnostic au moins pour la greffe rénale. D'accord. Donc on va commencer maladie rénale chronique d'origine vasculaire, la néphrangioschlérose ou bien la sténose des artères rénales. Pour l'anamnèse, donc il y a un contexte d'hypertension artérielle avec facteur de risque cardiovasculaire, des arguments cliniques pour une maladie athéromateuse, donc une sténose artérielle rénale unilatérale sur un sein ne donne pas d'IRC directement, mais un tableau d'HTA secondaire, la situation est hors sujet de secours. Donc on a déjà fait le sténose des artères rénales dans les néphropathies vasculaires, en ce qui concerne les macrovasculaires. Donc vous vous référez au cours des néphropathies vasculaires. Pour obtenir donc une IRC, il faut qu'il y ait sténose bilatérale et des reins pathologiques sous-jacents, en particulier des lésions vasculaires chroniques des petits vaisseaux. D'accord. Deuxièmement, on va voir la néphrangioschlérose dite bénigne. Ce sont des lésions vasculaires chroniques des petits vaisseaux. C'est les vaisseaux normalement moyens, hein, par une endartrite fibreuse, c'est-à-dire endartrite fibreuse veut dire les vaisseaux sont complètement obstrués par cette endartrite. C'est-à-dire c'est des cellules lisses, musculaires lisses qui vont se proliférer, qui vont obstruer la lumière vasculaire. Conséquence d'une HTA et de facteurs de risque cardiovasculaire, anatérant, etc. L'évolution, elle est très très lente. D'accord. Elle est réelle, mais très lente. C'est quoi? Sur le plan sémiologique, c'est une HTA ancienne avec des facteurs de risque cardiovasculaire, un sujet âgé, d'origine africaine ou subsaharienne, l'HTA est très méchante chez cette population, lentement évolutive, des années. Quelque chose de très très intéressant sur le plan sémiologique rénal, c'est qu'il n'y a pas d'hématurie, il n'y a pas de leucocyturie, d'accord, et la protéinurie est très modérée. Et sur l'écho rénal, c'est des reins symétriques.
c'est généralement un diagnostic d'exclusion, donc parfois porté par excès, hein. D'accord? Et le traitement, c'est la néphroprotection. Donc, pour un patient qui est hypertendu, qui a une rétinopathie hypertensive stade 1, stade 2, donc avec une toute petite protéinurie, une fine protéinurie, disons, elle pourrait aller jusqu'à 1 gramme. Sans hématurie, sans leucocyturie, il ne faut jamais faire la biopsie rénale, même si on a des reins biopsiables. On est sûr que c'est une néphrangioschlérose bénigne. Il ne faut pas faire, de toutes les façons, même pour le diabète, il ne faut jamais faire de biopsie quand il n'y a pas d'hématurie. D'accord? Quand c'est des malades anciens, hypertendus, avec une petite protéinurie, avec une rétinopathie hypertensive, il ne faut pas faire la biopsie. Et le traitement, bien sûr, restera la néphroprotection par des IEC, des ARA2, etc. Donc, on va parler du diabète, donc, qui est la deuxième donc, cause, la première cause, on va dire, d'insuffisance rénale chronique terminale. Donc, on va parler de néphropathie du diabète de type 1. Le diabète de type 1, dans l'épidémiologie, est très très faible, donc environ de 5% par rapport au type 2, qui prend la plus grosse partie donc, de patients qui sont arrivés en insuffisance rénale chronique terminale. Mais sur le plan histoire naturelle de la maladie rénale chronique, ils ont pas mal de points communs. Donc, il faut savoir que le patient, donc l'histoire naturelle du diabète, donc elle commence bien avant. Donc on va prendre le stylet. Elle commence bien avant, là. Donc il y a des modifications donc structurelles du rein avant même l'apparition du diabète. Donc généralement on a plutôt de l'hypertension artérielle et les facteurs cardiovasculaires avant même l'apparition du diabète cliniquement de type 2. On a une augmentation de la taille des reins, on a une augmentation du DFG, donc le patient ayant une maladie rénale, une néphropathie diabétique, il hyperfiltre, donc on a des créatinémies et une taux d'urée qui sont très très bas. Bien sûr, ça c'est au début, hein, mais à la fin, au long terme, le DFG diminue. D'accord? Donc, par contre, l'hypertension artérielle, donc quand on découvre le diabète de type 2, donc il est découvert, donc on retrouve l'apparition donc d'une albuminurie. Et cette albuminurie, elle va augmenter avec l'âge du diabète. C'est-à-dire, plus le diabète va aller dans le temps, c'est-à-dire un ancien diabétique, déjà à l'âge de 10 ans de diabète déjà, hein, on découvre déjà il augmente exponentiellement sa protéinurie jusqu'à l'âge un diabétique de 10 ans. Il va faire une dégradation de la fonction rénale avec une créatinémie. On a dit qu'au début, il était en hyperfiltration, hein. Il va commencer à dégrader sa fonction rénale et bien sûr à des stades donc 3, 4, la dégringolade, c'est-à-dire la baisse donc, du DFG est très rapide par rapport au stade de début. Donc l'atteinte donc, structurale de ces lésions histologiques donc, de la néphropathie diabétique sont secondaires à un épaississement de la membrane basale glomérulaire, à une expansion mésangiale et à des lésions microvasculaires. D'accord? Donc, ça c'est en résumé, hein. Donc, les signes néphrologiques, donc le diabète du type 1, c'est une succession de microalbuminurie, de protéinurie et de syndrome néphrotique dans 10% des cas, d'HTA après, puis l'insuffisance rénale, absence d'hématurie habituelle et des reins de taille normale ou légèrement augmentés au cours de l'insuffisance rénale chronique terminale. Et c'est des dépôts secondaires à la vasculopathie. Dans le diabète de type 2, c'est idem que le type 1, sauf que l'HTA peut précéder la néphropathie et les signes néphrologiques peuvent être présents même avant la découverte du diabète, parce que le diabète de type 2 est une maladie silencieuse, il faut voir. C'est-à-dire des fois, on découvre le diabète au stade de complication. Donc on découvre le diabète chez le patient, et quand on a découvert le diabète, donc une hyperglycémie élevée, quand on fait un fond d'œil, on trouve qu'il fait une rétinopathie diabétique. Et quand on fait une fonction rénale avec un RAC, on trouve qu'il a déjà une albuminurie à 1 gramme avec un début d'insuffisance rénale. D'accord? La durée d'évolution du diabète, donc dans le diabète de type 1, après 5 ans, donc en moyenne 10-15 ans.
Et pour le diabète de type 2, possible déjà la maladie rénale, possible au diagnostic même du diabète, car l'évolution le plus souvent silencieuse. Les signes associés, donc c'est un mauvais contrôle glycémique sur une longue période, présence d'une rétinopathie diabétique qui est constante dans le diabète de type 1 et qui est présente dans 75% des cas dans le diabète de type 2 en cas de néphropathie diabétique. Donc, le diagnostic de la néphropathie diabétique, donc on a dit, c'est un diagnostic clinique, après avoir exclu toutes les autres causes. La biopsie rénale peut être proposée lorsque le diagnostic de glomérulopathie diabétique est isolé et douteux, par exemple. Si c'est un diabète, il faut savoir que le diabétique peut faire tout et n'importe quoi, hein. C'est un patient comme tous les autres. Il peut faire un myélome, il peut faire un lupus, il peut faire une glomérulopathie primitive, primitive, à savoir une maladie de Berger, une GEM, une HSF, etc. D'accord? Donc, si on voit que le diabète, il est récent, moins de 5 ans, s'il y a alors la présence, donc sine qua non, d'une hématurie. Donc, pour le syndrome néphrotique, c'est pas important. Pour une protéinurie seule, c'est pas important. Il ne faut pas faire la biopsie. Mais s'il y a une hématurie, s'il y a une insuffisance rénale rapidement progressive, alors encore plus s'il y a des signes extra-rénaux non liés au diabète, la PBR est indiquée pour connaître quel est l'autre type de néphropathie que ce diabétique a dû faire. Pour la maladie d'origine interstitielle, vous pourrez vous référer à mon cours sur les néphropathies tubulaires interstitielles, aiguës et chroniques. Donc l'anamnèse et les antécédents surtout urologiques. La cause urologique et la cause médicamenteuse sont au premier plan. Donc les antalgiques, il faut savoir que les antalgiques, les ANS, le prographe, la cyclosporine, l'héparine peuvent donner donc des néphropathies tubulo-interstitielles. Donc c'est une protéinurie peu abondante avec une leucocyturie mais pas d'hématurie. Donc, le syndrome clinico-biologique, donc, on l'a déjà vu. Donc, on a dit absence d'hématurie le plus souvent. Donc, pour le chronique, donc c'est un sédiment qui est inactif, hein. On peut avoir une polyurie, une acidose tubulaire, donc proximale de type 2, distale de type 1 ou hypercalémique secondaire à hyporénémisme, hypoaldostéronisme, nécrose papillaire. L'HTA est tardif chez ces patients avec une insuffisance rénale, apparition d'une insuffisance rénale chronique. Les causes les plus communes, donc là, causes urologiques, médicamenteuses, toxiques, génétiques, dysimmunitaires, métaboliques, hématologiques ou infectieuses chroniques. Le traitement, c'est traiter la cause, bien sûr, et corticothérapie pour la sarcoïdose et traitement de la maladie rénale chronique. La maladie d'origine héréditaire les plus fréquentes sont surtout la polykystose autosomique dominante, donc qui est retrouvée donc, chez les parents, donc les ascendants et les descendants, donc il faut aller chercher cette dernière. Et le syndrome d'Alport qu'il faut chercher chez les parents maternels, Roel. Donc les oncles maternels, les cousins maternels, parce que c'est une maladie qui est liée à l'X. Il faut chercher dans la famille s'il n'y a pas des patients qui sont en dialyse, qui ont fait de l'hématurie, qui sont sourds. D'accord? Là, c'est une photo donc de polykystose rénale. On peut avoir même une polykystose hépato-rénale. D'accord? Et il faut rechercher cette polykystose rénale, puisque c'est une maladie autosomique dominante. Les gènes, c'est PKD1 et PKD2 pour PKD1 pour l'autosomique dominante et PKD2 pour l'autosomique récessive. La plus fréquente des maladies génétiques rénales dans le monde, hein, et même en Algérie, avec une présence de kystes bilatéraux plus ou moins l'atteinte hépatique. Sur le plan clinique, c'est de l'HTA, de l'hématurie macroscopique, donc secondaire à des saignements intrakystiques, les infections des kystes, les lithiases et qui mènent à l'insuffisance rénale chronique vers l'âge de 50 ans. Il y a un risque d'anévrisme intracérébraux qu'il faudra rechercher et faire une angio-IRM s'il y a des antécédents déjà de rupture d'anévrisme chez les parents de premier degré. Donc le traitement, c'est les boissons abondantes, contrôle de la tension artérielle et facteurs de risque de maladies rénales chroniques, ainsi que le traitement vers la fin, c'est l'épuration extra-rénale. À dire que ces patients-là, les polykystiques, ils sont très très bons pronostics en dialyse parce qu'ils gardent toujours une diurèse conservée, hein. C'est vrai que ça mène, c'est une maladie qui est méchante, qui mène inéluctablement vers l'insuffisance rénale chronique terminale, mais c'est des malades qui vivent bien longtemps en dialyse. Donc, il faudra rechercher donc, chez les parents en faisant une échographie, donc les parents, donc si on a retrouvé chez les parents, donc il faudra rechercher chez les frères, c'est-à-dire les frères et les sœurs, et chez les enfants aussi, il faut rechercher, et même les petits-enfants,
si on a des parents en dialyse et si on a trouvé des kystes. Donc, mais il y a une histoire d'âge, hein. Si c'est entre 15 et 39 ans, donc on retrouve donc plus de 3 kystes au niveau des deux reins, pour dire que c'est une PKR. Plus on découvre ça tardivement et, et plus on trouve plutôt plus de kystes. C'est-à-dire si donc entre 40 et 50 ans, il faudra rechercher plus de 2 kystes. Et plus de 60 ans, il faudra rechercher plus de 4 kystes. Parce que généralement, à l'âge de 50 ans, on arrive en dialyse. Mais si on trouve un kyste ou un kyste dans un rein ou un kyste dans deux reins, on est sûr que ce n'est pas une polykystose autosomique dominante. D'accord? Donc entre 30 et 40 ans, l'absence de kyste exclut dans 90% la PKR. Et après l'âge de 40 ans, le constat de 0 à 1 kyste exclut la maladie. Donc au terme de cette étape, la maladie rénale chronique est diagnostiquée, son étiologie est déterminée. L'étape suivante, c'est d'éviter de perdre plutôt la fonction rénale au fil du temps. Donc il faut agir dans la néphroprotection. Au terme de ce cours, donc ce cours est fini. On se retrouve donc à la deuxième partie du cours pour voir qu'est-ce qu'il faut donc comment il faut préserver cette fonction rénale et comment il faut traiter, comment connaître les complications de la maladie rénale chronique et comment traiter cette maladie rénale chronique. Donc à la prochaine, je vous dis au revoir, portez-vous bien et merci de laisser vos commentaires et vos questionnaires donc sur ma page donc YouTube. Merci, au revoir.